suis tellement heureux de voir que ce gars-là va enfin avoir une reconnaissance telle qu'il le mérite. Il a lutté un petit peu partout, il a aidé la relève beaucoup également, il continue d'aider la relève alors qu'il est entraîneur du côté de la NSPW pour former les jeunes. Il a eu une carrière extraordinaire où il a remporté de nombreux championnats. Ça a été le leader de la Reaper Nation. Tout le monde le connaît sous le nom de Jason the Reaper, leader de la Reaper Nation, mais son vrai nom, c'est Daniel Steen, et il sera honoré par la North Shore Pro Wrestling alors qu'il rentre dans le temple de la renommée très bientôt. Salut Daniel, comment ça va? Ça va bien, Gab, merci, toi aussi. Ça va très bien. Dan, écoute, première des choses, j'ai goût de te demander comment tu as appris la nouvelle, surpris, tes premières réactions lorsqu'on t'a annoncé que tu allais être le nouveau intronisé? Disons, comme on l'a appris de façon, je vais dire hypocrite, mais c'est la dernière chose que je voudrais dire comme adjectif sur l'organisation de la NSPW. Mais je te dirais qu'on m'a invité pour faire une publicité le 8 octobre pour l'école de lutte, l'Académie de lutte de la NSPW. On m'a assuré, on m'a demandé 2-3 fois, tu vas être là hein, le 8 octobre. Je dis oui, parce qu'ils connaissent la condition physique, fait que c'est difficile pour moi de me déplacer. Puis je dis oui, je vais être là pour le 8, pour l'école, pas de problème. Puis le dernier gala, on s'est installé, on regardait l'écran, on ouvrait, on faisait des tests audio puis vidéo. Puis il n'était pas satisfait de ce qu'on voyait à l'écran, puis il a dit passe une vidéo. Puis il m'a passé le vidéo annonçant mon intronisation, puis il a passé le soir même. Parce qu'il savait pas si j'allais être là le soir. Fait qu'il me l'a présenté de même, j'ai figé sur place. Ça a été un coup de brique agréable au visage. Toutes mes 24 ans de carrière m'ont repassé en mémoire sur le coup, puis je sentais un regard sur moi qui vérifiait là ma surprise justement. Puis ouais, j'ai eu une montée d'émotion. Écoute, j'ai 50 ans, hein, fait qu'on devient hyper émotionnel à cet âge-là. Oui, puis tu sais, surtout que dans ton cas, écoute, t'as pas nécessairement choisi ta fin de carrière, c'est ton corps qui t'a parlé, qui t'a dit, OK, Dan, t'es tough, t'en as fait pas mal, là, mais là, c'est le temps de passer à autre chose. Oui, mon corps a signalé la fin de la route. Dan, on s'entend, écoute, lorsque tu as commencé avec ton personnage de Reaper, bon, tu commences dans le monde de la lutte, à gauche, à droite, tu essaies de faire ta place. Faire 24 ans de carrière dans l'underground, si je peux me permettre l'expression, dans les circuits indie au Québec, tu as remporté plusieurs ceintures, d'être intronisé, c'est un peu la cerise sur le Sunday. Il n'y a pas personne qui fait de la lutte au Québec qui un jour dit, crime, je vais avoir une plaque à mon nom, je vais être honorifié, surtout en plus par la NSPW, qui est peut-être la plus grosse organisation de lutte indie au Québec. Là. Il y a très peu de gens qui sont intronisés dans un temple de la renommée. Au fil des années, j'ai vu l'élite être nommée au temple, que ce soit le temple de la NSPW, ou je sais qu'il y en a d'autres aussi, là, mais je ne suis pas au courant de tous les autres temples de la renommée. Mais quand j'ai vu mon nom, je m'aurais dit ça il y a 24 ans, il y a 10 ans, il y a même 5 ans, j'aurais jamais cru. Moi, la lutte, c'est un sport, c'est ma passion. J'en mange encore aujourd'hui, même si je suis plus capable d'en faire. Puis, pour moi, c'est naturel de faire ce que j'ai fait, voyager, aller d'une ville à l'autre, changer de pays pour ça. Tu sais, c'était normal pour moi. Fait que je savais qu'est-ce que je valais, mais je me voyais pas à ce niveau-là. Puis toute la reconnaissance que j'ai eue, tous les mots, les messages, j'ai rien eu de négatif, j'ai juste eu du positif, puis ça comme, c'est venu me chercher. C'est vraiment, là, la cerise sur le Sunday, c'est très pesé. On va revisiter un peu ta carrière ensemble. Tout d'abord, comment la lutte est arrivée dans ta vie probablement le tout jeune âge, du moins, là, j'imagine, parce qu'à l'écoute, si on recule, on fait mettons un wake-up, on recule vers l'arrière, 50 ans, écoute, c'était populaire pas mal la lutte dans le temps. Je te dirais que dans les années 80, j'avais 8 ans. J'étais pas très convaincant à 8 ans, mais j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire, j'aime ça, je veux faire ça. Puis elle dit, je pense pas. Et finalement, à l'âge de 27 ans, j'avais des enfants, c'était compliqué, mais j'ai réussi à me trouver une place pour m'entraîner. Puis quand j'ai trouvé la place, ma mère savait
que financièrement, pour moi, c'était difficile. J'avais 3 enfants à faire vivre, j'avais des obligations. Puis elle m'a dit, gars, tu me casses les oreilles depuis que tu as 8 ans, je vais te donner un coup de main. Les premiers cours, les premiers voyagements, c'est elle qui les a payés. Puis j'ai toujours été reconnaissant pour ça. Je suis pas gêné de le dire. Même si j'avais 27 ans, elle savait que je voulais faire ça dans la vie. C'était sur sa partie de même. Écoute, je suis tombé en amour avec le sport alors j'ai 8 ans, puis ça a jamais lâché. Ton idole de jeunesse pour le fun? Joe Leduc. Quand même, écoute, ça n'a pas été un petit lutteur, fait que j'imagine que lorsque tu as eu la chance de lutter à l'époque contre Carl, ou même rencontrer Paul Leduc, écoute, ça devait quand même être un petit vlot pareil, non? Je vais te dire mieux que ça, quand on a réussi à amener la lutte à Québec de façon hebdomadaire, Paul Leduc est venu voir un de nos premiers galas, puis il est venu me voir, puis on se connaissait pas, là, il savait pas c'était qui mon idole. Il m'a dit, Colin, Jason, tu me fais penser à Joe. Wow! Ça, là, ça, c'est venu me chercher, puis j'ai fait, OK, je suis à bonne place. Ah, écoute, c'est tout un compliment. Puis travailler avec Carl, comme de mentionner, Carl, il a fait 3 shows en Beauce. J'ai fait partie des 3 shows, puis ça a été très belle expérience pour moi en Beauce. J'ai lutté avec Carl, puis le 3e gala qu'il avait fait là-bas, il m'a invité, il savait que je pouvais pas lutter. Il m'a invité pareil, puis il m'a donné des responsabilités coordinateur dans le vestiaire. Puis j'ai toujours été content de ça, puis très fier de l'avoir fait. Pour avoir fait partie de cette organisation-là lors des galas du côté de la Guadeloupe, écoute, on te voulait sur le gala, on savait ce que tu valais, on savait à quel point tu étais bon pour interagir avec la foule, puis on connaissait également tes qualités de leader, puis je prends le temps de le mentionner, on connaissait tes qualités de leader là, dans le vestiaire, puis écoute, ça l'a apporté une très belle dynamique là, lors des galas à la Guadeloupe. Là, ça, je pense qu'il n'y a pas personne là, qui peut contredire cette affirmation-là. Merci beaucoup. Le personnage de Jason Reaper, est-ce que ça a été ton seul et unique personnage? Dis-moi, en tout cas, moi, les seules fois que je t'ai vu lutter à l'époque, je recule peut-être une dizaine d'années, j'ai commencé à suivre la lutte indie, 10-15 ans, et ça a tout le temps été Jason Reaper. Étant fan de films d'horreur, Vendredi 13, ça m'a marqué encore plus jeune que la lutte. J'ai toujours voulu m'appeler Jason Reaper, c'est venu plus tard. Je pense que c'était un nom que j'utilisais quand je battais des records aux arcades. Je marquais tout le temps Reaper. Jason Reaper, je me suis toujours servi de ça. De mon premier combat, sauf un, où ce que j'ai lutté contre Jason le Terrible. Okay. Là, j'ai dû m'appeler Daniel Reaper. Mais le personnage a toujours été le même, le motard, le gars costaud, le gars colosse, le gars qui est le leader d'un clan. Le motard, c'est plus officialisé dans ma deuxième partie de carrière, je te dirais. Quand j'ai commencé à la NCW, c'était plus un bum, là, tu sais, c'était un street bum. Oui, j'arborais une veste sans manche, tu sais, mais c'était pas une veste de motard, c'était pas réellement un motard, c'était un gros bum. Lorsque tu as apporté justement l'élément de moteur, est-ce que ça a apporté une nouvelle dynamique à ton personnage? On parle d'évolution, c'en est une évolution pour ton personnage. Ça m'a permis de justifier comment je travaillais dans le ring. Parce que tout le monde le sait, j'ai jamais été quelqu'un de hyper rapide. J'ai toujours été slow, mais efficace. Je voulais travailler parce que j'ai toujours été un gros bonhomme. Fait que fallait que je travaille avec le cardio que j'avais. Mais je voulais que mes moves d'impact soient convaincants, soient violents. Puis c'est ce que j'ai fait. Avec le moteur, c'était plus facile à exploiter parce que là, j'avais le côté intimidation que je pouvais utiliser. Je suis pas pressé. Viens-t'en, mais je te pogne, je te garoche où c'est que je veux. Puis ça a comme complété le personnage. Oui, puis une des grandes forces de ton personnage, je trouve, outre le côté lutteur, c'était le côté charismatique. Bon, écoute, t'as rarement été du côté des bons, mais t'as quand même réussi à me faire rire assez souvent, merci. Mais t'avais des bonnes vocalises, je dirais, avec les spectateurs. Puis je pense que les spectateurs avaient comme un certain plaisir à te détester et à interagir avec toi. Oui, ça a été une de mes forces. Les promoteurs le savaient d'ailleurs. J'ai fait un gala de lutte, je pense que c'était Victoriaville. Le show avait été trop rapide. Puis on était rendu à 9h15, puis il restait 2 combats. Puis après moi, c'est-à-dire, fait qu'avant de rentrer, ils sont venus me voir, puis on dit « Hey, Jason, tu peux-tu étirer le temps en faisant du micro? »
J'ai fait pas de problème. J'ai pris le micro, j'ai dit 2 mots, ça a duré 20 minutes, j'entendais juste ferme dans taille pendant 20 minutes. J'ai tiré le show d'à peu près 25 minutes en disant 2 phrases. Il y a des places que c'est même, Drummondville c'est même. Je touchais juste le micro, j'avais pas besoin de parler, puis c'était ça pendant 5 minutes à côté, là. Mais quand je réussissais à parler, par contre, je faisais le vent, j'avais des bonnes réactions. Les ceintures, t'en as gagné un paquet. Je veux t'entendre sur peut-être la plus prestigieuse. Je sais pas si c'est un peu comme choisir ses enfants, mais y en a une qui t'a peut-être un petit peu plus marqué qu'une autre, ou un combat peut-être plus marquant, ou peut-être même les deux, pourquoi pas? Il y en a tellement eu. Ceinture plus prestigieuse, je te dirais que ça dépend toujours de l'endroit où c'est que tu travailles. Écoute, la ceinture de la NSPW, même si c'était la Gennex, j'ai travaillé quelques mois là, puis j'ai gagné le titre de la Gennex, le champion de la Gennex. C'était chez vous en plus, tu sais, C'était chez nous, c'était local, j'étais gentil. Oui. Puis oui, j'ai eu une fierté de gagner cette ceinture-là. Puis c'est pas parce que j'étais avec la NSPW, là, il y en a eu d'autres. À la NCW, ils m'ont donné l'occasion de remporter plusieurs championnats. Puis j'en ai gagné, puis j'étais fier aussi. En région, tu sais, il y a des endroits que ça te tente plus ou moins, mais l'éthique te demande, il y a une foule qui paye pour te voir, tu donnes tout ce que tu as, puis c'est ce que j'ai fait. Qu'il y ait 10, 12 personnes ou 100 personnes, j'allais tout le temps donner mon maximum parce que j'allais là pour les gens. Gagner un titre devant 12 personnes, par contre, c'est un petit peu moins impressionnant que de gagner devant 2 puis 300 personnes. Surtout que ça les rendait pas heureux, j'étais méchant. En plus. Fait que, il y en a des titres qui ont duré longtemps, il y en a d'autres qui ont été plus courts. Je te dirais, je pense que celle-là, je vais me souvenir le plus. Puis c'est même pas une question de prestige, c'est quand je suis revenu après ma grosse opération de 2007. Je suis revenu en 2008, j'essayais de me trouver une place pour lutter parce que la NCW avait comme fermé les portes. Un ami que j'avais rencontré à Québec, il faut que je mentionne, c'est Joe Dundee, c'est lui qui m'a permis d'avoir un deuxième souffle à ma carrière. Il a réussi à convaincre le promoteur de Drummondville, Jack Lefebvre, de m'essayer. J'étais là, on a fait sauter le toit. Le deuxième match que j'ai eu là, parce qu'ils m'ont réinvité, j'étais contre The Army, Joe Dundee et son partenaire, puis on a gagné les titres. C'est à ce moment-là que ma deuxième partie de carrière a recommencé. Fait que je pense que c'est celle-là que je vais me souvenir le plus. Écoute, je ne sais pas qui va faire ton intronisation, qui va faire le discours, mais chose sûre, Dundee, ça a été quelqu'un d'assez important dans ta carrière. Pour ceux qui se demandent c'est qui, pensez juste à la phrase « suce ma marde », vous allez probablement la replacer tout de suite. Sans joke, écoute, Joe est un sacré personnage également dans le ring. Tu sais, un autre qui fait réagir beaucoup, c'est lui. Les deux ensemble, là, vous étiez comme deux frères d'armes. C'était beau de vous voir aller, même si on aimait ça vous haïr pour mourir ou pas loin, là. On s'est croisés une fois à Québec, puis la chimie s'est installée immédiatement, l'amitié aussi. D'habitude, dans la lutte, on se lit d'amitié avec une petite poignée. J'ai tellement rencontré de bon monde. Je pourrais te dire que j'ai plusieurs poignées de bons chums. Mais Joe, ça a été mon ami, mon frère. Puis je l'aime d'amour, ce gars-là, sérieusement, là. Quand il voyait que je commençais à plus m'arracher avec ma maladie, c'est lui qui supportait l'équipe, qui me l'a dit, t'es bon encore pour 10 ans. Il me convainquait tout le temps de continuer malgré la douleur. Puis, donc ça, je vais être éternellement reconnaissant envers lui. Il y a eu du monde en tabarnouche dans Reaper Nation quand on regarde ça. Là. Il y a eu Safira, qui est une Beauce Run. Ensuite, il y a eu John Dundee, Pat Chanzy, Thetford. Écoute, j'en oublie, il y a eu Djokovic. Il y en a eu une moyenne gang. Écoute, à quel point ce groupe-là a été spécial, selon toi, dans ta carrière? Excuse-moi. Reaper Nation, je te dirais que il y a beaucoup de lutteurs, à un moment donné, qui pognent un plafond. Puis ça m'a fait plaisir de les accepter avec nous autres dans notre groupe, parce qu'il y a beaucoup de lutteurs qui ont dépassé ce plafond-là en étant dans Reaper Nation, parce qu'ils venaient chercher un élément qui leur manquait dans leur évolution.
Les noms que tu m'as mentionnés, c'était des gens qui voyaient ma carrière à ralenti, me semble, je ne vais plus nulle part. Puis dans la Reaper Nation, je ne dis pas que c'est à cause de moi, mais tout ce qui entoure le groupe, l'attention que le groupe apporte, la réaction des gens envers le groupe de la Reaper Nation partout en province, ça apportait de quoi à ces gars-là, puis ça leur permettait d'aller de l'avant. Parce que c'est pas du monde qui sont restés depuis longtemps, là. Ils restaient, ils venaient chercher ce qu'ils avaient besoin parce que on est modelé par toutes les personnes avec qui on travaille dans notre carrière. Puis ça a été des éléments déclencheurs pour beaucoup de lutteurs. Puis je suis très content que ça a servi de tremplin à la carrière des autres. J'ai le goût de t'entendre également sur ton changement d'apparence, on va dire ça comme ça. Oui. Sonny Warcloud avait été un des premiers surpris. Écoute, tu avais gagné de la mobilité, tu avais gagné de la rapidité, tout en gardant la force, puis tout en continuant de faire évoluer ton personnage. Parle-nous de cette transformation-là. Si vous regardez, pas vous, toi, mais vous, le monde en général, regarde la fiche d'intronisation de la NSPW, tu me vois en haut, à mon plus gros de ma carrière, puis la photo principale, dans le centre, c'est à mon plus mince. Il y a 200 livres de différence entre les deux. Quand même. Avant 2007, j'ai tombé bien malade, j'ai connu une grosse séparation, mon père est décédé, j'ai mangé mes émotions comme bien des gens le font, j'ai monté jusqu'à 450 livres. J'ai subi une opération en 2007. En 2008, j'ai récupéré. Je suis revenu à peu près fin 2008. Puis j'étais rendu à 265 livres. J'ai repris un peu de poids parce que ça s'équilibre. À un moment donné, j'ai lutté pendant très longtemps à 280. Mais non seulement j'avais la mobilité d'un poids moyen, mais j'avais l'expérience en arrière. Tu changeais tout. Ça changeait absolument tout mon regard sur la lutte. Fait que quand je te disais tantôt que j'ai eu ma chance de recommencer à lutter à Drummondville, j'ai continué à défoncer les plafonds, puis avec l'équipe que j'avais avec Joe, ça allait encore plus loin. Là, on était invités aux États-Unis, on était invités à des places que j'avais jamais été encore. Ça l'a ouvert des portes, puis je me suis servi de cet avantage-là pour faire avancer ma carrière. Si, en terminant, je te disais que le Jason Reaper qu'on connaît aujourd'hui parlait au jeune Jason Reaper qui a commencé à l'époque dans le monde de la lutte, qu'est-ce qu'il lui dirait? Je lui dirais probablement quelque chose qu'il fait déjà. Parce que le Jason Reaper, de quand il a commencé, il a eu un excellent coach. Marc Le Grizzly, là, ça a été une inspiration pour moi puis bien d'autres. J'aurais dit à Jason Reaper de ses débuts, lâche pas, fonce, apprends des autres, voyage avec les autres, ferme ta gueule puis écoute qu'est-ce qu'il se dit. J'ai eu ça comme information direct au départ de ma carrière. Marc, c'est le même qui nous a montré à travailler. C'est d'être présent, d'être respectueux, d'aller voir les autres, d'aller voir tout le monde, pas juste les lutteurs, d'aller voir tout le monde qui travaille. Parce que tu es là, tu fais un show, mais tu oublies beaucoup les gens qui travaillent en arrière de ce show-là. Puis surtout, travaille pour la foule. Parce que c'est quelque chose que j'ai eu de la misère à adapter au début. Quand tu commences une carrière de lutteur, tu le fais pour toi. T'es self-conscious. Je sais pas comment tu dirais en français, là. Pense rien qu'à toi. C'est ça, tu veux performer, tu veux faire ça, tu veux pas oublier tes spots, tu veux pas oublier de faire ça. Là, tu fais des matchs de 20 minutes, même si tu as 6 minutes. Je dirais, prends ton temps. Fais le minimum, c'est le maximum. Oui, puis t'as raison. Parce qu'écoute, prenons possiblement le meilleur exemple de lutteur. Hulk Hogan est possiblement le lutteur avec le plus de moves basic, on va dire, des coups de poing, des coups de pied, puis deux, trois affaires de même, avec drop, un long botte, puis mais écoute, ça reste peut-être le personnage le plus populaire de toute l'histoire. Là. Ah oui. Puis si tu regardes tous les autres qui ont marqué l'histoire de la lutte, c'est pas des lutteurs qui ont des répertoires de 1000 et un moves, là. Non, en effet, t'as vraiment raison. Ils ont écrit une histoire, puis ça,
je pense que ça a toujours été un peu ta grande force. Dès que on te voyait embarquer dans le ring, je me rappelle le premier match que j'ai vu de toi à l'époque, t'affrontais le capitaine Pez du côté de Saint-Victor. Et je me rappelle, t'étais avec Safira, qui est, toi, en passant, c'est quand même un peu comique, mais c'est, dans la vie de tous les jours, c'est la sœur du capitaine Pez, dans la vie de tous les jours. Mais, c'est ironique, hein? c'est un peu ironique, mais il y avait une histoire. Tu sais, dès que tu étais arrivé, il y avait une histoire. On a vu le moteur arriver. Michel est arrivé avec son petit tricycle. Ça pour rire de toi. Tu sais, on avait bâti une histoire, puis en plus, t'affrontais comme le héros local. Mais là, on parle de ce match-là, mais on pourrait parler quasiment de tous les matchs que je t'ai vu affronter. Il y avait toujours une histoire. On était capable de s'identifier rapidement, à savoir qui était le méchant, qui était le bon, qu'est-ce qui se passait, pourquoi le méchant agissait ainsi. Puis ça, écrire une histoire dans le monde de la lutte, ça veut tout dire. Puis dans ton cas, tu as non seulement écrit une histoire lors de chaque match, mais tu as écrit ta propre histoire pour devenir un lutteur marquant au Québec. Puis juste pour ça, on doit absolument te donner beaucoup de respect et te souhaiter le meilleur, puis en même temps te dire bravo. Je te remercie beaucoup, puis je remercie tout le monde qui m'a envoyé des messages justement semblables. Je savais que j'avais fait partie de la carrière des gens puis de la vie des gens. À ce point-là, par contre, je l'avais pas vu venir. Hey Dan, en terminant, j'aimerais juste te dire, profite bien de ta soirée. C'est le 8 octobre à la NSPW. Je crois qu'il reste encore quelques billets disponibles. Dépêchez-vous à mettre la main là-dessus et aller saluer un grand de la lutte au Québec. Là. Ça vaut ton moment. C'est à toi, celui-là. Tu as donné beaucoup de beaux moments à plein de monde. Maintenant, c'est à ton tour. Là. Ça vaut. Merci beaucoup. Je vais faire ça.